Vidéo, vous allez relire la fiche de cours sur la stratégie de synthèse organique. Donc, la synthèse est une réaction chimique, donc à la fabrication de cette espèce donc par une transformation chimique. Le protocole expérimental détaille l'ensemble des étapes et des manipulations effectuées dans un ordre chronologique bien établi afin de synthétiser une molécule puis de l'isoler. Donc il y a 4 étapes majeures, donc la mise en œuvre et la réaction chimique, donc ça c'est la préparation du mélange réactionnel dans un Erlenmeyer ou un ballon. En fin de réaction, donc ce dernier, c'est-à-dire le ballon ou l'Erlenmeyer, contient un mélange d'espèces chimiques, dont celle qui est recherchée. Donc un ensemble de techniques permettant d'extraire du milieu réactionnel et de récupérer l'espèce chimique brute, c'est-à-dire avec des impuretés. Enfin, il faut donc purifier le produit brut. On cherche à obtenir dans ce cas-là la molécule recherchée seule. Et enfin, d'analyser le produit purifié pour contrôler donc sa pureté et sa nature et sa pureté. Donc il faut bien imaginer que quand on veut synthétiser une espèce, il y a toujours d'autres produits ou alors d'autres réactifs qui n'ont pas réagi donc dans le ballon ou dans l'Erlenmeyer. Il y a peut-être aussi également des solvants, il y a peut-être aussi des catalyseurs. Donc c'est là qu'il y a en plus de l'espèce qu'on a cherché à synthétiser, il y a toujours d'autres espèces. Donc c'est pour ça qu'ensuite il faut extraire du milieu réactionnel donc l'espèce qu'on a cherché à synthétiser donc pour la récupérer. Donc dans ce cas-là on obtient l'espèce brute, c'est-à-dire qu'il contient des impuretés. Donc il faut ensuite la purifier donc ce produit pour obtenir donc la molécule recherchée seule, et enfin analyser le produit pour bien vérifier que ce qu'on a synthétisé est bien le produit qu'on attendait. Donc les réactifs, solvants, catalyseurs et produits. Donc les espèces mises en jeu sont les réactifs, le solvant et le catalyseur. Le protocole peut être résumé par le schéma suivant. Donc si vous avez un réactif principal de réaction qui va donner un produit principal de réaction, donc regardez bien, je me dis que tout est au singulier, donc ça veut dire qu'on a mis un réactif principal, mais il y a d'autres réactifs, donc ça peut être des réactifs secondaires. Et là, il peut aussi également y avoir d'autres produits formés. Mais donc, si on prend le réactif principal, va donner principalement le produit principal, donc ça, c'est des équations qui sont incomplètes, hein, mais qui nous ont permis, entre autres, de trouver, par exemple, la catégorie de la réaction, qui était donc l'addition, élimination, substitution. Et dans ce cas-là, vous mettrez donc une flèche, donc aussi en indiquant le catalyseur, la pression, la température, le solvant et éventuellement la durée. Pour qu'une synthèse puisse se faire, il faut que les réactifs rentrent en contact. C'est pourquoi donc, le mélange réactionnel doit être homogène. Donc pour ça, il y a une agitation mécanique ou alors l'ajout d'un solvant si les réactifs sont peu miscibles entre eux. Donc le solvant est donc choisi pour permettre de solubiliser les réactifs et contrôler la température donc dans le milieu réactionnel. En effet, imaginez que pour obtenir un produit, donc il faut utiliser deux réactifs, mais ces deux réactifs sont non miscibles. Si ces deux réactifs sont non miscibles, comme l'huile et l'eau par exemple, vous n'allez pas pouvoir synthétiser beaucoup de produits, puisque la réaction va juste se faire quand les deux réactifs rentrent en contact, c'est-à-dire à la surface entre les deux. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on cherche un solvant dans lequel les deux réactifs seront solubles. Et dans ce cas-là, si les deux réactifs seront solubles dans ce solvant-là, ils pourront entrer en contact et donc assurer la réaction chimique. Le catalyseur, lui, est introduit pour accélérer la réaction chimique. Il n'intervient pas dans l'équation de la réaction macroscopique. Les différentes formules mises en jeu, donc pour les solides, on a pour les solides la quantité de matière, donc c'est petit m égale petit m sur grand M, donc formule que vous connaissez, avec petit m la quantité de matière en mol, petit m la masse en grammes et la masse molaire en grammes par mol. Pour les liquides, donc prélevé le plus souvent par des volumes, donc on a une quantité de matière qui peut être égale à ρ fois V divisé par la masse molaire, donc ρ ici est rien d'autre que la masse volumique fois le volume. Ou alors, si vous n'avez pas la masse volumique mais la densité, vous écrivez que ça vaut donc D, la densité du produit, fois la masse volumique de l'eau, fois le volume divisé par la masse molaire. Et dans ce cas-là, la masse volumique de l'eau et la masse volumique sont donc en grammes par millilitre. Et dans ce cas-là, si vous mettez en grammes par millilitre, il faut que le volume soit en millilitres. Si vous avez des masses volumiques en grammes par litre, il faudra des volumes en litres. Et la densité est une grandeur qui n'a pas d'unité. Donc le réactif limitant est celui qui est entièrement consommé, l'autre réactif est donc alors en excès. Il s'agit donc en général du réactif le moins cher. Alors choix des paramètres expérimentaux. Donc certaines réactions se déroulent donc en milieu basique ou acide. Il est alors nécessaire de contrôler et d'ajuster le pH du milieu avant la synthèse. Pour accélérer des réactions de synthèse lente, on agit sur les facteurs cinétiques que sont des catalyseurs spécifiques à la réaction, à la température et à la durée du chauffage. Donc on peut jouer sur ces paramètres-là. Au niveau du choix du montage, certaines réactions peuvent avoir lieu à froid dans le cas où l'on souhaite éviter une élévation de température. D'autres réactions nécessitent un chauffage permettant d'accélérer la réaction. On effectue alors un chauffage à reflux.
Le chauffage donc permet ainsi de dissoudre les réactifs solides et d'augmenter le rendement de certaines réactions. Alors en effet, donc, si vous avez donc un chauffage à reflux, donc les schémas sont ici. Donc je vais les décrire. Donc vous avez ici un support élévateur, vous avez un chauffe-ballon, un ballon. Donc vous avez ici un réfrigérant à eau. Et donc là vous avez un collier de serrage, tout ça donc c'est relié à un support. Donc là vous avez ça donc avec un ballon chauffe-ballon. Là vous avez ça donc avec ici donc un bain-marie. Donc vous avez sur le support l'agitateur magnétique. L'agitateur magnétique et le barreau aimanté. Donc là vous avez un Erlenmeyer, vous avez le mélange réactionnel, de l'eau chaude. Ou alors que on peut aussi faire des bains-maries à l'huile et un réfrigérant à eau avec un support. Donc le montage à reflux donc, permet donc, de chauffer tout en évitant les pertes de matière par évaporation. Donc, donc effectivement, ça faut bien comprendre. Imaginez que vous mettiez ici, donc comme je vous ai dit au-dessus, que ce soit là ou là, tous les réactifs. Si vous chauffez, donc les réactifs vont se solubiliser donc dans le solvant ou dans le mélange. Donc ils vont rentrer donc en contact. Et donc s'il y a des vapeurs qui se forment et qui s'évaporent, donc elles vont monter ici. Donc en montant, elles vont monter sur les parois ici donc de la colonne, mais les parois de la colonne sont refroidies par une circulation d'eau. Donc ça veut dire que les gaz là, qui se sont évaporés vont se condenser sur les parois et retomber ici donc dans le mélange réactionnel. Donc ça veut dire que tout se fait en fait en circuit fermé, même si c'est ouvert en haut, mais parce que toutes les vapeurs qui vont se former potentiellement, que ce soit des réactifs, des produits ou du solvant, vont pouvoir se recondenser ici donc sur les parois du tube qui est refroidi par une circulation d'eau et retomber. Donc c'est pour ça que ça va circuler comme ça. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un montage à reflux. Donc c'est un montage à reflux à un double intérêt. Il chauffe, donc il accélère la réaction, et on évite les pertes de matière. C'est aussi donc un autre avantage indéniable. Donc si la température du mélange ne dépasse pas les 100 degrés, donc on peut remplacer le chauffe-ballon par un et le ballon donc par un bain-marie, donc avec un Erlenmeyer. Si les gaz qui s'évaporent ne sont pas trop volatiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une température d'évaporation très élevée et que la température du mélange reste faible, on peut avantageusement remplacer donc le réfrigérant à eau par un réfrigérant à air. Donc on peut remplacer dans ce cas-là, si les gaz qui se forment ici, là vous avez ici donc un réfrigérant donc à eau, et là vous avez donc ce qu'on appelle un réfrigérant à air. Donc le réfrigérant à air, c'est quoi le principe? C'est qu'en fait c'est la circulation d'air autour du tuyau qui refroidit. Donc là vous avez les gaz qui montent, ils montent dans le tube et le tube refroidit à l'air. Donc si les vapeurs sont très peu volatiles, donc avec des températures d'ébullition, des températures d'évaporation qui sont relativement élevées, comme ça veut dire que si elles sont relativement élevées, donc les gaz ne vont pas facilement sortir de l'Erlenmeyer, donc l'air peut suffire à les recondenser et donc les faire retomber dans le milieu réactionnel. Donc ça, ce n'est utilisable que si les gaz donc ont des températures d'évaporation qui sont relativement élevées parce que si c'était des températures d'évaporation qui étaient très faibles, donc ça veut dire que ce type de réfrigérant là ne suffit pas et donc dans ce cas là les gaz sortent. Ce qui n'est pas le cas ici donc avec l'eau, puisque l'eau refroidit, avec la circulation d'eau, refroidit de manière beaucoup plus efficace. Donc en fin de réaction, donc on refroidit le mélange réactionnel pour condenser les vapeurs de solvant et les autres composés qui pourraient s'échapper, et pour diminuer la solubilité du produit s'il est solide. En effet, la solubilité dépend de la température, donc on peut d'autant plus dissoudre un solide dans un liquide que ce liquide est chaud. Donc on refroidit donc de manière à diminuer la solubilité du produit s'il est solide. L'isolement et l'extraction de l'espèce recherchée. Donc cette étape consiste à séparer au mieux le produit principal, celui désiré, des réactifs qui n'ont pas réagi, des produits secondaires, du catalyseur, du solvant et de tous les sous-produits dus aux réactions parasites. L'isolement conduit donc à ce qu'on appelle le produit brut. Cette technique est essentiellement basée sur les propriétés de solubilité et l'état physique du produit à isoler. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc l'extraction liquide-liquide, donc elle permet elle de transférer sélectivement des espèces présentes dans un solvant vers un autre solvant non miscible au premier dans lequel elles sont plus solubles. Donc ça c'est quelque chose que nous avons vu en seconde. Donc si le produit est très soluble dans la phase organique, donc l'objectif, vous avez une espèce qui est ici, par exemple on a mis ici tout le mélange réactionnel. Donc ce mélange réactionnel, nous on veut extraire l'espèce ici, l'espèce qu'on a cherché à synthétiser. Donc on a rajouté ici un autre solvant non miscible
au solvant du mélange réactionnel et dans lequel l'espèce qu'on veut synthétiser est beaucoup plus soluble. Donc ça veut dire qu'en fait l'espèce a le choix entre donc, en fait, le solvant du mélange réactionnel et le solvant ici non miscible où elle est beaucoup plus soluble. Et ben, l'espèce va aller d'elle-même dans le solvant où elle est beaucoup plus soluble parce que c'est là qu'elle a beaucoup plus d'affinité. Donc si le produit est très soluble dans la phase organique, donc on peut saturer la phase aqueuse en sel pour diminuer la solubilité du produit organique dans la phase aqueuse, laver la phase organique avec de l'eau pour en retirer les espèces solubles dans l'eau et extraire donc le produit de la phase aqueuse avec un solvant organique. Donc généralement, si le solvant est très soluble dans une phase organique, eh ben, on prend un solvant organique. Et ici, généralement, c'est souvent une phase aqueuse. Donc ici, on a dessiné donc, la phase aqueuse avec la phase organique au-dessus, parce que généralement, donc la phase, mais la règle générale, c'est qu'ici, c'est la phase la plus dense, donc la phase qui a la densité la plus élevée. Et ici, c'est la phase donc, avec la densité la moins élevée. Donc c'est toujours la densité la moins élevée qui est au-dessus. Donc la récupération donc, de la phase constituée du solvant extracteur contenant l'espèce chimique est basée donc, sur la différence de solubilité de ce solvant avec les autres phases. Elle est effectuée par décantation dans une ampoule à décanter. Donc nous aurons l'occasion de faire ça durant l'année. Donc après séparation, donc, la phase utile donc, est généralement lavée à l'eau, séchée, afin d'éliminer l'eau, par exemple avec du sulfate de magnésium anhydre. Donc le sulfate de magnésium anhydre donc, est un produit, donc anhydre ça veut dire sans eau, et quand on veut éliminer de l'eau, on peut mettre ce produit donc, dans cette espèce, donc dans le produit, et donc ce produit va se charger en eau et éliminer les produits d'eau, et ensuite il y a juste à séparer le sulfate de magnésium. Enfin, donc l'extraction est complétée et terminée lorsque le produit et la synthèse lorsque le produit de synthèse est séparé du solvant extracteur par évaporation du solvant. Donc vous imaginez, on a donc récupéré dans notre solvant l'espèce, mais nous on veut que l'espèce pure, donc il faut évaporer le solvant. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle un évaporateur rotatif. Donc ici on met donc le solvant plus l'espèce. On fait chauffer donc de manière relativement douce pour extraire le solvant. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir un solvant avec une température d'évaporation relativement faible. Donc dans ce cas-là, ici, le solvant, il y a un réfrigérant. Donc c'est le même principe. Hein. Il y a un réfrigérant d'eau. Ici, vous avez un ballon de récupération. Donc le solvant va s'évaporer. Et à l'aide du réfrigérant, il va se recondenser dans le ballon de récupération. Donc ici, on récupérera donc le solvant qui a été utilisé pour extraire l'espèce. Et dans le ballon, il ne restera plus que l'espèce brute, donc ici que nous avons extraite. Alors deuxième technique de séparation, donc s'appelle la cristallisation. Donc elle consiste à extraire une certaine espèce chimique dissoute dans un mélange. Donc on ajuste le pH ou la température, on diminue fortement la solubilité du produit jusqu'à le faire précipiter. Et vu qu'il a ensuite précipité, il suffit ensuite de filtrer sous vide pour l'éliminer de tout le mélange réactionnel. Donc à l'aide d'un filtre Büchner. Donc le filtre Büchner, c'est un peu plus efficace qu'un, c'est ce qu'il y a ici, c'est un peu plus efficace qu'un filtre classique. Donc en fait c'est le même principe, hein. Donc si vous mettez un entonnoir, vous mettez un papier filtre, sauf que ici en fait vous allez mettre donc une circulation d'eau relativement forte qui va aspirer donc les liquides. Donc en fait c'est donc le filtrat, les liquides vont aller ici. Donc ici vous mettez une pompe à eau, vous mettez pas une pompe à eau mais vous mettez donc vous reliez ça donc à la circulation d'eau et donc ça va aller avoir donc si vous voulez une filtration qui va être beaucoup plus rapide. Alors ensuite choix de la technique de purification. Donc la purification consiste donc à éliminer donc les très faibles quantités d'impuretés contenues dans le produit brut afin d'obtenir ce qu'on appelle le produit purifié. Les deux techniques les plus employées sont la recristallisation pour les solides. Donc c'est une méthode basée sur la différence de solubilité à chaud et à froid du produit et des impuretés dans le solvant. Le produit est dissous donc à chaud dans un solvant judicieux, on laisse donc refroidir lentement, les impuretés restent dissoutes à froid dans le solvant alors que le produit de synthèse cristallise. Le produit est alors récupéré par filtration puis séché à l'étuve. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on choisit donc un solvant donc, où le produit donc, est dissous à chaud. Mais il faut que ce produit soit dissous à chaud, donc il soit soluble à chaud, mais pas à froid. Et quand vous mettez, donc si ce produit n'est pas soluble à froid, ça veut dire que quand vous allez le laisser refroidir, donc vous allez imaginer par exemple mettre par exemple de l'eau chaude, quand vous mettez de l'eau chaude sur ce produit, donc produit brut, le produit donc va se dissoudre, donc vous allez avoir donc un mélange, donc généralement beaucoup de choses vont se dissoudre, donc on laisse refroidir lentement.
donc lentement le produit, vu que la température de la solution va diminuer et que le produit ne doit pas être soluble à froid, il va recristalliser. Par contre, les impuretés, elles, vont rester dissoutes à froid dans le solvant. Donc, ce qui veut dire qu'en fait que les impuretés qui étaient présentes dans le produit vont rester dans ici donc le solvant qu'on aura utilisé donc pour la recristallisation à chaud, et le produit va cristalliser. Donc ça veut dire que les impuretés restent dans le solvant, le produit a recristallisé, donc il est en phase solide, il suffit juste donc de les récupérer par filtration et séchage. La distillation pour les liquides, donc c'est une méthode qui est basée donc sur la différence de température d'ébullition de l'espèce chimique et des impuretés. Donc si le composé donc a une température d'ébullition la plus basse, donc dans ce cas-là, il est séparé par évaporation, puis condensation et récupération dans un récipient. Donc imaginez ici vous mettez votre produit brut, donc qui est votre espèce plus des impuretés, vous faites chauffer ici dans une colonne de Vigreux. Donc là, vous avez la première espèce, donc celle qui a la température d'évaporation la plus faible, les gaz vont se former, ils vont monter. Ça va se refroidir ici dans ce réfrigérant droit, donc avec une circulation d'eau. Donc les premières gouttes vont se former ici, donc elles vont tomber sous l'inclinaison du réfrigérant et on va récupérer donc le distillat. Donc l'objectif ici, donc vous aurez une température qui sera constante tant que l'espèce ici va pouvoir donc s'évaporer, et quand la température ne sera plus constante, ça veut dire que l'espèce ici donc n'est plus la même, celle qui va s'évaporer n'est plus la même. Donc dans ce cas-là, il faut enlever donc l'Erlenmeyer et le changer par un autre Erlenmeyer. Et dans ce cas-là, donc vous aurez ici dans l'Erlenmeyer l'espèce que vous cherchez, pure, et dans le fond du ballon, vous obtiendrez les impuretés et tout ce qui n'est pas le produit. Alors ensuite, le choix de l'analyse du produit. Donc les étapes d'analyse permettent donc de contrôler la pureté du produit synthétisé et de le caractériser. Il existe plusieurs méthodes. Donc pour les solides, on peut mesurer la température de fusion à l'aide d'un bande Koffler. Donc ça, c'est celui-là que nous avons en TP. Donc l'objectif est de mesurer, donc après étalonnage par un produit connu, la mesure de la température de fusion. Pour les liquides, on peut mesurer l'indice de réfraction à l'aide d'un réfractomètre, ou on peut mesurer la température d'ébullition, donc toujours à l'aide d'un montage ici de distillation. Pour les liquides et les solides, on peut aussi faire, bien entendu, ce qu'on a vu au début de l'année, la spectroscopie infrarouge, la RMN, et bien entendu la chromatographie, que nous avons vu en seconde et revue cette année. Le rendement. Donc on appelle rendement grand R de la synthèse. Le rendement grand R qui est égal à NP sur Nmax, donc ça veut dire NP est la quantité de matière du produit P pur effectivement obtenu donc après toutes les étapes que nous venons de dire, et Nmax la quantité maximale attendue. Alors cette formule-là, vous pouvez la mettre aussi avec des masses, puisque si vous multipliez par la masse molaire en haut et en bas, vous obtenez les masses. D'un point de vue économique, il est important qu'une synthèse soit efficace, donc qu'il y ait un bon rendement, et un bon rendement est toujours plus proche de 1. Et un coût de revient qui soit le plus faible possible. Vous allez voir que dans les discussions qu'on va vous demander dans les choix de protocole, il va falloir que vous ayez le meilleur rendement possible, c'est-à-dire le proche de 1, et un coût de revient qui soit le plus faible possible. Et si les deux ne sont pas en même temps, il va falloir que vous fassiez des choix en fonction de la situation qu'on vous donne. Sécurité. Donc il est important de respecter les consignes de sécurité, donc relatives au pictogramme de sécurité figurant sur les flacons. Donc pour les liquides ou les solides corrosifs irritants, blouse, lunettes, gants. Pour les gaz irritants, poudre fine et irritante, hôte, masque et respiratoire. Donc tout ça, c'est des conditions de sécurité qui sont importantes, qui peuvent avoir un coût et qui peuvent être contraignantes selon les produits utilisés. Donc si vous avez par exemple deux types de réactifs qu'on vous propose pour faire une réaction, ça c'est un paramètre de choix. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas plus contraignant que l'autre? Les coûts. Le coût d'une synthèse donc, est un paramètre important pour les applications industrielles. Donc, il dépend donc, du nombre d'étapes de purification et d'extraction. Plus il y a d'étapes de synthèse, de purification et d'extraction, plus c'est cher. De la durée de la synthèse, plus la durée est longue, plus a priori la synthèse va être chère. Du prix et des quantités des réactifs utilisés, mais effectivement, si vous avez deux types de protocoles et qu'il y en a un qui propose des quantités de matière de réactifs moindres pour une même quantité de produits formés, ça va être plus rentable. De la verrie utilisée, de la dangerosité des réactifs employés et des consignes de sécurité à mettre en place, etc. Donc quand vous aurez à comparer les protocoles. Donc il existe plusieurs manières de synthétiser une espèce chimique. Il n'y en a pas qu'une. Les protocoles correspondent doivent être comparés afin de déterminer lequel est le plus intéressant. Les critères de comparaison sont le rendement, la durée de synthèse, le coût, la toxicité des réactifs et des produits, les quantités de matière, etc. Donc ça veut dire que moi je vous conseille très fortement, quand vous avez une comparaison de protocole à faire, de faire un tableau avec tous ces paramètres.
de les lister dans chacun des protocoles et après, en fonction de la situation qu'on vous donne, de choisir en argumentant. Enfin, donc un petit bilan, donc ça c'est un petit bilan que j'ai trouvé dans un manuel. Donc vous voyez que ici vous avez une synthèse organique, donc avant la manipulation, donc il y a la nature et la quantité des réactifs, le solvant, le catalyseur, les paramètres et le coût. Vous faites la réaction, donc vous chauffez pour accélérer la réaction et solubiliser les solides, le montage à reflux pour éviter les pertes par évaporation. Vous obtenez dans ce cas-là donc un produit brut, donc il va falloir donc l'isoler, donc ça représente en fait une carte mentale. Hein. Donc si le produit il est solide, donc on fait une filtration sous pression réduite, méthode de filtration rapide permettant un essorage efficace, on rince le ballon pour récupérer tous les produits, on lave donc le solide pour enlever au mieux les impuretés, on utilise un solvant glacé, et oui, on utilise toujours un solvant glacé quand on veut rincer pour éviter de dissoudre du solide. Si donc le produit est liquide, donc on fait une extraction liquide-liquide. Donc l'extraction liquide-liquide permet de transférer sélectivement des espèces présentes dans un solvant vers un autre solvant non miscible au premier dans lequel elles sont plus solubles. Il faut donc laver la phase organique pour en retirer les espèces solubles dans l'eau. Extraire le produit organique de la phase aqueuse pour récupérer plus de produits, effectuer un relargage pour diminuer donc la solubilité du produit de la phase aqueuse, sécher pour éliminer l'eau, et enfin évaporer à l'aide d'un évaporateur rotatif, donc ça c'est ce que nous avons vu avant. Ensuite, ce produit, donc il faut le purifier. Donc pour le purifier, vous avez le choix si l'espèce est solide avec la recristallisation. Donc c'est une méthode de purification des solides fondée sur la différence de solubilité du produit et des impuretés dans un solvant entre le solvant chaud et le solvant froid. Et si vous avez donc une espèce liquide, vous pouvez donc faire une distillation. Donc cette fois-ci, c'est une méthode de purification des liquides fondée sur la différence de température d'ébullition du produit et des impuretés. Et enfin, pour caractériser le contrôle de la pureté, vous avez donc température de fusion si c'est solide. Vous pouvez toujours faire des CCM, spectre de RMN, spectroscopie infrarouge. Et pour les liquides, vous avez une température d'ébullition, donc mesurée en tête de colonne donc pour une distillation ou l'indice de réfraction. Donc voilà, donc pour cette fiche de cours relativement importante, donc sur les stratégies de synthèse organique et les comparaisons de protocoles.